Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du Garage que j'ai le plaisir de présenter avec l'ami Driss Abdi. Salut Driss. Bonjour. C'est un bonjour très sobre. On y va. Il est fatigué, on a à peine commencé. Il y a plein de choses. Le Garage, c'est chaque mercredi à 21h, mais aussi 24h sur 24 sur le site watch.tv, ainsi qu'en podcast sur iTunes, et c'est gratuit. Vous nous suivez et réagissez également sur les réseaux sociaux avec le hashtag LeGarageWatch. Un sommaire bien chargé cette semaine, puisqu'on essaiera de trouver le temps pour parler des nouvelles Opel Insignia, Suzuki Swift, du scooter Honda X ADV, et aussi du Bentley Bentayga Diesel. On ne se refuse rien. Avec nous en plateau pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Philippe Martinet, carissime. Salut Philippe. Bonjour Alexandre. Comment vas-tu? Ah ben, fort bien, on est bien ici, il fait chaud. Le sommaire te convient? Le sommeil, le sommeil. Le sommeil aussi. Le sommeil aussi. C'est bien, on commence, tout le monde a déjà besoin de dormir. Ça fait plaisir, voilà. On va essayer de vous garder éveillé quand même. Et toujours dans ce studio, je ne vous le présente plus, c'est l'ami Nico Edet qui nous accompagne également cette semaine. Salut Nico. Salut Alex, salut Driss. Il rejoint notre bande, t'as vu? Salut Nico. C'est un motard. Ouais, je suis un mot. Ouais. Allez, les présentations sont faites, on se retrouve dans une poignée de secondes. Voilà, c'est la nouvelle génération de l'Opel Insignia. Elle arrive, elle est très attendue et pour plusieurs raisons. D'abord parce que Opel est racheté par Peugeot, que Peugeot n'a pas encore annoncé la remplaçante de sa 508. La nouvelle Insignia qui sera sur nos routes dans quelques semaines, on l'a déjà essayé, c'est tout de suite dans le garage, on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai emprunté Eric Philippe à Moto & Co, l'émission moto de Watch. Salut Eric. Salut, ça va? Ouais, on essaye aujourd'hui la toute nouvelle Opel Insignia, la deuxième génération. C'est une voiture importante pour Opel, on va en parler. Mais surtout, elle marque une chose importante chez Opel aussi, c'est la première voiture du plan 2017 de renouvellement de la gamme. Et donc elle est très marquante en termes de design notamment. Eric, ton avis déjà sur cet aspect de la voiture, le design? D'un point de vue design, déjà, moi je la trouve très bien renouvelée. C'est-à-dire que bon, ça aurait pu être juste un lifting de la précédente, c'est pas le cas du tout. On a vraiment affaire à une nouvelle voiture et notamment inspirée, si j'ai bien compris, du concept Monza. Absolument, qui a été montré en 2013 au salon de Francfort. Et c'est vrai que les traits de la voiture sont vraiment copier-coller du concept. Alors le concept était un coupé, c'est pas tout à fait le même genre, mais on va dire le gabarit, les traits de la calandre, etc., de la ligne de caisse, tout ça, c'est vraiment calqué sur ce concept. Mais d'un autre côté, on a aussi une voiture qui est peut-être un petit peu plus sportive, quoi, d'un point de vue design. On sent cette forme très allongée, un peu requin. C'est un truc qui est cher à la marque. Ouais. Et c'est vrai qu'on retrouve peut-être des jeunes un petit peu plus sportifs. Alors ce renouveau, Eric, on le retrouve aussi à l'intérieur avec un habitacle qui n'a plus rien à voir avec le précédent, qui est très épuré, notamment au niveau des commandes et de la planche de bord, qui est beaucoup plus centré, tourné vers le conducteur. Donc qui rejoint un petit peu ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire le côté plaisir de conduite, dynamisme, on le retrouve sur la planche de bord. C'est vrai qu'il y a un côté cockpit, on est un petit peu plus dans un cocon. Et on est assis très bas dans cette voiture. Et on est assis hyper bas. C'est vrai que ça, c'est la première réflexion qu'on s'est faite. On s'est dit, mais on est tellement habitué maintenant à rouler dans des crossovers, etc., et très haut sur la route, que là, on a l'impression d'être presque encore une fois dans une sportive. C'est très agréable de retrouver ces sensations, pour moi. Il y a un côté quali qu'on peut pas nier. La voiture est bien finie, bien assemblée. Voilà. On est sur des pré-séries, donc il y a forcément des petites choses qui sont encore perfectibles. Mais néanmoins, c'est abouti. Alors là, on essaye le tout nouveau moteur 1,5 litre turbo essence. On est dans la déclinaison 165 chevaux. Il existera également 140 chevaux. Donc 165 chevaux avec une boîte manuelle à 6 rapports. Il remplace le 1,4 litre précédent. Et
comment tu le caractériserais, toi, Eric? Alors en fait, c'est un moteur qui est bien en haut dans les tours. On sent que c'est une voiture allemande. Là, on a pu rouler sur des autoroutes allemandes, parfois illimitées en termes de vitesse. On comprend très bien la philosophie de cette motorisation sur ce type d'autoroute où finalement on va être très content de pouvoir rouler à des vitesses élevées sans trop forcer dessus. Là où ça va pas forcément demander de grosses relances, etc. On n'est pas obligé de trop tricoter. Là forcément c'est une voiture qui du coup a ce côté très feutré, très insonorisé, tu l'as dit. Après, quand on est en ville par exemple, c'est vrai qu'on va peut-être trouver un manque de couple à bas régime. Ça va pas partir comme une fusée, hein. En même temps, est-ce bien nécessaire sur ce type de voiture? Moi c'est ce que je me dis. C'est peut-être une voiture qu'on va beaucoup trouver dans les flottes, peut-être chez les taxis, peut-être chez les Uber, peut-être chez les gens comme ça. Moi, quand je suis passager d'un Uber, j'ai pas envie d'être trimballé, j'ai pas envie d'être secoué. D'un autre côté, pour un moteur essence, si on se replace dans ce contexte-là, il est quand même volontaire, hein. C'est pas non plus, c'est pas un plomb, quoi. Alors, quand on monte dans l'Insignia, dans le contexte actuel du rachat d'Opel par Peugeot, on est obligé de penser à la 508. La 508 qui a l'âge quasiment de l'ancienne Insignia, hein, qui aujourd'hui n'a pas de remplaçante. Annoncé en tout cas. Annoncé, bien sûr. On la verrait pas avec un lion sur la calandre, cette Insignia? Bah on la verrait drôlement bien, ouais. C'est clairement la voiture où on se dit oui, avec un lion sur le capot, quelques modifications esthétiques peut-être en termes d'habitacle, de planche de bord pour mieux coller à ce que fait Peugeot en ce moment. Mais oui, il manque pas grand-chose pour qu'on puisse la considérer comme telle, avec des motorisations Peugeot, en tout cas, c'est vraiment très comparable en termes de volonté affichée de monter en gamme du côté des deux marques, aussi bien d'Opel que de Peugeot. Donc voilà, est-ce que l'Insignia sera la future 508? On verra. En tout cas, c'est une plateforme toute neuve. Ce serait un petit peu dommage de la part de Peugeot de la gâcher, j'ai envie de dire, hein. D'ailleurs, en parlant de plateforme, d'un point de vue dynamique, c'est pas mal. On va finir sur les tarifs. Alors, ils sont pas complètement fixés, mais on a une entrée de gamme qui va se situer en essence 140 chevaux à un peu plus de 27 000 €. Un diesel qui va démarrer à 29 000 grosso modo. Cette version qu'on essaye en 165 chevaux va tourner autour de 31-32 000. En finition supérieure, comme ça on va attaquer les 34-35. On est dans les prix de la 508 aussi, on est dans les prix de la Passat, on est dans les prix de la Talisman. Donc là-dessus il n'y a pas de surprise. Eric, si tu devais acheter on va dire une berline familiale, est-ce que tu la mettrais sur ta liste? Moi, je la mettrais sur ma liste pour, je dirais, essentiellement deux raisons. La première, c'est que je trouve qu'elle a drôlement progressé en termes de design et que déjà la première avait marqué un petit peu les esprits. Elle faisait effectivement très allemande, elle pouvait rivaliser avec d'autres marques allemandes. Elle place encore la barre un petit peu plus haut d'un point de vue design. Je trouve qu'elle s'est encore, comment dirais-je, premiumisée. Je trouve, voilà. Après, en termes de tarifs, je pense que la marque, alors pour la France, hein, pour le marché français, je pense que la marque a encore besoin sur ce type de voiture de frapper fort peut-être pour prendre des parts de marché. J'aurais peut-être tenté un pari sur le prix, d'être un petit peu plus agressif. Après, bon, c'est une voiture qui a beaucoup d'arguments une fois qu'on est à bord. Est-ce que les gens vont ouvrir la portière pour monter? C'est encore une autre histoire. Et je pense qu'un tarif plus faible aurait peut-être incité des gens à ouvrir la portière, à s'installer à bord et à constater que oui, c'est envisageable, notamment par rapport aux Français. Voilà pour l'Insignia. Philippe fait beaucoup de compliments à Nico. Il se passe un truc entre nous. Il se passe un truc. Philippe, l'Insignia, tu l'as essayé, tu étais avec nous. Je rappelle d'ailleurs que Eric Philippe est à l'antenne sur Watch dans Moto & Co, c'est le lundi à 21h. Merci à lui de s'être prêté au jeu du garage et il revient quand il veut. Donc Philippe, pas Philippe Eric, mais Philippe Martinet. Cette Insignia, tu l'as essayé comme nous. On se demandait avec Eric si ça pouvait pas être une future 508. Alors on ne sait pas ce que fera PSA avec, mais elle en a les qualités, non? Oui, carrément. Et elle a déjà comme première qualité d'être beaucoup plus légère que l'ancienne génération.
Et ça, ils ont fait un effort là-dessus qui est vraiment méritoire et qui se ressent dans la façon dont tu le conduis. C'est-à-dire que tu as vraiment un ressenti particulier de la direction qu'on n'avait pas du tout avant. Il y avait une lourdeur dans la direction de l'Insignia, ça faisait un peu pas de beau, je trouve. Enfin, mon ressenti de l'époque, mais maintenant... Mais un petit peu comme beaucoup de berlines, d'ailleurs, étaient typées ou sont typées actuellement. Plus de 200 kilos, je crois, de moins sur la version diesel, sur l'Insignia. Ouais, c'est ça. Ouais. Effectivement, ça se ressent. Alors, il y a également ces nouveaux moteurs. Je sais, là dans l'essai, on essaie ce nouveau 1,5 litre turbo. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? En fait, que du bien, parce qu'il est vraiment en rapport avec la baisse de poids de la voiture. Donc, ce moteur qui aurait pu être un tout petit peu, disons, léger, entre guillemets, sur une voiture plus lourde, du coup, se comporte très bien. En plus, non seulement il a quand même du couple à bas régime avec l'effet du turbo, et il prend bien ses tours, il est très agréable, je trouve. Eric trouvait qu'il en manquait un petit peu en bas, lui, pour les relances, mais il disait qu'en même temps c'était cohérent avec la démarche qui fait que c'est pas une voiture de sport, que donc ça évite peut-être des à-coups quand on conduit en ville, justement sur les bas régimes. Tu avais peut-être cet avis aussi? Je trouve pas que ça manque de couple à bas régime, justement parce qu'il y a le turbo qui démarre assez tôt. Et alors effectivement, ça dépend comment on conduit la voiture, c'est clair, mais c'est pas une voiture de sport. Lui, il conduit ça comme une moto. Non, mais voilà. Gaz à fond. Mais moi, j'en ai... Alors, je trouve que c'est cohérent, la relation moteur-châssis est cohérente, et surtout en tenant compte du fait qu'elle est beaucoup plus agile qu'avant, la voiture. Bien, beaucoup plus lourd cette fois. Nico, tu as essayé, toi, il n'y a pas longtemps. Oui. Alors, une voiture, on va en parler parce que cette voiture m'intrigue beaucoup. Déjà, en elle-même, elle m'intriguait, c'est la Bentley Bentayga. Oui. Dans un com, c'est pas facile d'enchaîner Bentayga. Faut le travailler. Politiquement, déjà, c'est bizarre. Donc, c'est une voiture qui est sortie il y a un peu plus d'un an déjà. Et là, Bentley sort une version diesel, oui. Vous m'avez bien compris. Alors moi déjà j'avais beaucoup de mal à trouver un intérêt à cette voiture, mais en diesel est-ce qu'elle en a plus ou est-ce qu'elle en a moins? Parce que sincèrement, vas-y, je te laisse en parler. Et puis je vais en parler assez brièvement parce que j'ai pas non plus d'image pour illustrer. On les voit, elle est à l'image. Alors ça c'est l'un des intérieurs du Bentayga parce que c'est vrai que c'est une voiture, elle est considérée comme le SUV le plus luxueux aujourd'hui. C'est une Bentley. C'est une Bentley, ça vaut un peu d'argent, faut juste rappeler qu'on est à 185 000 € prix de base, sans la possibilité, bien sûr avec la possibilité de mettre plein d'options et de personnaliser, ce que font tous les clients. Qu'avoir cet intérieur, il n'a rien à voir avec celui que j'avais moi. On a plein de possibilités, c'est les petits écrans à l'arrière, c'est pas que des écrans, c'est des tablettes qui sont amovibles et tout, comme ça les enfants sont contents, quand ils sont deux, il n'y a pas de jaloux. C'est un endroit qui est vraiment exceptionnel, cette voiture. Il n'y a pas un endroit dans la voiture qui ne soit pas recouvert de cuir ou de bois, d'une matière noble en fait. C'est très très chouette. Après, moi je l'ai comparé à deux autres véhicules. Un Range classique et un Cayenne. Je trouve que il y a un moteur diesel justement qui est arrivé sur le Bentayga. Alors c'est un tout nouveau moteur développé pour le Bentayga. Oui, alors il faut quand même V8 4 litres. Faut relativiser un peu. Le SQ7 chez Audi a le même moteur. Il vient de là, tout simplement. Le nouveau SQ7. Donc c'est un moteur 4 litres, biturbo avec un compresseur. C'est un truc, c'est une espèce de cavalerie de dingue, une usine à gaz de dingue. On a 435 chevaux sur du diesel, 900 Nm de couple. C'est disponible tout de suite là, à peine t'appuies à 1500 tours, 1200 tours, ça pousse, mais très violemment. Le 0 à 100 en moins de 5 secondes. C'est quand même, donc la voiture fait 2 tonnes 5. 2 tonnes 5 à vide, sachant que tu fais tous les pleins et tout, et tu la remplis. C'est énormissime. C'est étonnant, en termes d'accélération, c'est assez époustouflant. Alors on n'entend rien parce qu'il y a un double vitrage, etc. Donc c'est très discret. On est par rapport à un Cayenne V8 diesel où là il y a du son, on entend les choses. Là on n'entend pas grand chose. Par contre ça pousse tout le temps. Ça prend quand même, et ça c'est assez extraordinaire pour un diesel, 270 km/h chrono. Des fois qu'on habite en Allemagne, sur autoroute allemande. Mais je veux dire, bien sûr je les ai pas fait, mais c'est impressionnant en termes de performance et tout. Après, j'ai eu l'occasion de le mettre sur circuit, asphalte. Là, ça s'écrase un petit peu. C'est pas, c'est quand même 2 tonnes 5 à emmener. Un Cayenne est beaucoup plus efficace
sur l'épreuve, hein, sur un tour chrono par exemple, il passera plus fort même avec moins de chevaux. Et j'ai fait du tout-terrain avec, je l'ai mis un peu dans la boue pour voir, et mine de rien, alors je vais pas faire des croisements de ponts de dingue, là où d'autres passeraient, comme un Range Rover par exemple, passerait très facilement, mais ça permet de passer, ça gravit des choses, ça gravit justement de fortes pentes, de fortes côtes, là où un Levante S de chez Maserati va s'arrêter, et pourra pas aller plus loin. Enfin, donc il y a quand même des capacités, parce qu'il y a des différents modes off-road, etc. Bref, ça prend un peu le meilleur de tous les mondes du SUV. C'est juste un poil cher, voilà. Bon. Alors, on est à plus de 200 000 avec les options, t'es à 220 000, 230 000. C'est 100 000 € de plus qu'un Cayenne équipé. On est sur une consommation mixte annoncée de un peu moins de 8 litres. Oui, non, mais non. Voilà. Non, mais bon. Pas en rêve. J'étais à 15 litres, 16 litres tout le temps. Ok. Faut pas rêver. Donc gros, comment Bentley finalement justifie l'utilisation du diesel? Parce que, moi, je pense que quand on peut mettre 250 000 € dans une voiture, on se moque que son plein coûte 100 € de plus, parce que globalement on est dans ces eaux-là. Là on est à 80 litres de carburant, bon, pas tout à fait 100 € évidemment, j'exagère, mais quelle est la justification de la motorisation de diesel sur un Bentayga? Écoutez, alors la seule justification que je verrais, c'est je sais pas, les palaces parisiens qui vont en prendre un et qui veulent pas se prendre une TVS, ou j'en sais rien, qui veulent un diesel. Parce qu'on a une loi fiscale. La loi fiscale en France autorise, enfin, en tout cas autorise encore de défiscaliser sur les diesels. C'est assez hallucinant. Bon, ça se changera peut-être dans 10 ans, on verra. Mais ce que je veux dire, c'est que franchement, les Bentayga en France, je suis même pas sûr qu'ils en vendent une vingtaine. Hein. Ouais. On est quand même dans un pays à risque de ce côté-là. Hein. Je veux dire, voilà. Ils en vendent en Arabie Saoudite, ils en vendent au Qatar, ils en vendent partout. C'est normal, c'est vraiment le véhicule qui est fait pour ce type de terrain là-bas et tout. Mais et puis en plus, voilà, ils ont moins de problèmes d'argent qu'ici. Et d'essence. Et puis voilà, donc. Ça n'a pas trop sa place chez nous, effectivement. Surtout que c'est très large et que ça se gare pas facilement. C'est-à-dire qu'on a 2 mètres de large hors rétroviseur. Il n'y a pas beaucoup de parkings qui sont équipés pour faire rentrer un engin pareil. Donc, mais c'est bon. On l'a bien compris, on la gare devant l'hôtel, elle ne bouge plus. C'est ça. Alors on va changer de gabarit, Driss, puisqu'on a essayé il n'y a pas si longtemps la toute nouvelle Suzuki Swift. C'est le best-seller de Suzuki. Une voiture un peu féminine à la base, qui peut-être se masculinise un petit peu. On regarde l'essai et on en parle tout de suite après. On essaie aujourd'hui une petite citadine japonaise, la Suzuki Swift, qui prend la lignée de sa noble descendance, parce que la Swift est quand même là depuis pas mal de temps. Première impression, Driss, le design. Le design évolue, mais en douceur. On reconnaît clairement que c'est une Swift. Ceci étant, je trouve que les lignes sont plus arrondies. Elle a un côté plus féminin, cette voiture. Je sais pas ce que tu en penses. Écoute, c'est assez étonnant parce que j'ai moi une impression assez inverse, c'est-à-dire que elle est plus posée qu'avant, elle est légèrement plus basse, légèrement plus courte, 3,85 m je crois à peu près, et puis elle a un arrière qui est un peu plus large, elle est même d'ailleurs plus large de 4 cm, ce qui fait que je la trouve un peu plus posée sur la route, ce qui donne un petit côté plus viril en tout cas vu de l'arrière. C'est vrai que l'avant est assez féminin, arrondi, un petit peu mini dans le regard, cet air un petit peu batracien, mais voilà, en tout cas ce qui est certain c'est que le design a beaucoup changé par rapport au côté plus anguleux de la précédente. Voilà, cela dit, c'est une voiture à succès pour Suzuki et je pense qu'elle devrait continuer à plaire, d'autant que une fois à l'intérieur, on est quand même dans un environnement qui est plutôt sympa. À l'intérieur, c'est ce qu'il y a de vraiment de plus impressionnant, parce que tu viens de le préciser, c'est une petite voiture et pour autant l'habitacle, lui, ne manque pas de place. En lisant le communiqué de presse, on voyait que c'était notamment parce que l'empattement avait lui été allongé et vraiment, on est extrêmement bien dans la voiture. Il y a beaucoup de place, hein. On en parlait tout à l'heure, la hauteur sous toit, au niveau des jambes, etc. Je crois que les fauteuils aussi ont été écartés sur les sièges avant. Ouais. Bref, vraiment, on a de la place. Donc une voiture plutôt confortable. Alors moi j'ai un petit grief à faire, c'est sur la largeur des sièges. Ils sont, on va dire, même si je suis plutôt musclé. Fin, hein. Musclé. Non, pour un gabarit comme le mien, les sièges sont, je le trouve, un petit peu étroits. C'est une voiture qui se vend beaucoup aux femmes, donc ça ne dérangera pas grand monde. Mais c'est vrai que voilà, je la trouve. En revanche, pour tout le reste, c'est une voiture qui est super douce, super agréable, plutôt soft dans l'amortissement. Donc
Voilà, franchement, moi je lui trouvais un qualificatif, c'était douceur, et c'est quelque chose qu'on retrouve donc une fois assis, mais également au volant. À tous les niveaux, au niveau des sièges, au niveau de la suspension, au niveau du moteur, l'agrément moteur. C'est assez étonnant parce qu'on est avec un petit moteur, hein, fondamentalement c'est un petit 1 litre. Un 3 cylindres 1 litre, ouais. Et pour autant, la conduite est super agréable. Alors, il y a une petite astuce quand même. Donc effectivement c'est un 3 cylindres 1 litre, il développe 111 chevaux. Il a le dispositif que Suzuki appelle mild hybrid, c'est-à-dire il est assisté par un petit moteur électrique. On ne peut pas conduire en tout électrique avec cette voiture, mais ce petit moteur électrique vient apporter du couple quand il y en a besoin, c'est-à-dire typiquement dans les bas régimes, et ça permet à la voiture d'être relancée sans avoir à jouer du levier de vitesse, même en étant assez bas dans les tours. Donc ça c'est vraiment très agréable au quotidien. Alors sur celui-ci on n'a pas encore eu le temps de le mesurer, mais ce dispositif qu'on avait essayé sur la Baleno il y a quelques mois permettait de gagner à peu près un demi-litre au 100, ce qui est quand même pas rien. Et sur cette voiture, il faudra vraiment qu'on le mesure, mais ce serait étonnant que ce soit pas du même rapport, parce que la voiture a été considérablement allégée, 120 kg sur une voiture qui fait moins de 4 mètres, et on le ressent également au volant, ça. Hein. Et moins d'une tonne, oui, hein. Je crois que le poids de départ c'est 840 kg. Ouais, à peu près 850 kg, ouais. Donc quand tu mets tous ces éléments bout à bout, effectivement on a un agrément de conduite. Alors on va parler un petit peu de l'équipement de la voiture. Bon là on est dans la version haut de gamme GLX, donc c'est relativement complet. On a une navigation, un système multimédia 7 pouces, voilà, 37 pouces. Qu'on retrouve sur toute la gamme Suzuki, donc pas de surprise et pas vraiment de nouveauté là-dessus. Une instrumentation centrale qui est plutôt jolie, sincèrement, avec cerclé de rouge, avec un petit liseré au-dessus, et puis un ordinateur central qui est aussi très complet. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Bon, la connectivité, on la connaît, hein, CarPlay, Android Auto et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui te marque davantage que ce qu'on vient d'énoncer? Non, comme tu l'as dit, c'est une version de gamme, donc on a absolument tout. On a également des assistances à la conduite, des éléments de sécurité, un régulateur de vitesse adaptatif, un avertisseur de maintien de fil. Elle manque de rien, cette voiture, elle est vraiment très complète. Bon, alors comme disait la pub, pour une autre voiture, elle a tout d'une grande. Reste le prix, ça démarre autour de 13 500 € dans la version d'entrée de gamme. Petite voiture citadine, quand même capable de rouler sur la route, de faire des kilomètres, avec un petit peu de monde à bord. Elle est spacieuse, le coffre est pas très grand, un peu moins de 300 litres, mais c'est une citadine, donc c'est pas un handicap, c'est attendu sur ce segment. Est-ce que c'est une voiture que tu mettrais dans ta liste si tu devais acheter une citadine? Oui, complètement. Coup de cœur pour cette voiture, en particulier avec ce petit moteur électrique qui se recharge via l'énergie au freinage. Bon, pas forcément toutes ces options-là en fonction du budget que tu veux y attribuer, mais vraiment c'est une très bonne proposition de la part de Suzuki. Driss, coup de cœur pour la Swift? Oui. Ouais, donc j'ai raison, elle se masculinise un petit peu cette voiture quand même. Clairement, ouais. Écoute, on a pris vraiment du plaisir à la conduire cette voiture au premier abord. Moi, je disais, c'est vrai, effectivement, on dirait un peu une voiture destinée à une cible féminine. Et à conduire, c'est super agréable, c'est super souple. Tu sens l'apport de ce moteur électrique, du second moteur électrique, pardon. Elle est plus légère, il y a de l'habitabilité, donc elle est abordable. Donc ouais, une petite citadine bien sympa. Bien, bah écoute, je propose que tu gardes la parole parce que tu vas nous parler d'un scooter. Alors, en voyant, on se demande si c'est vraiment un scooter. C'est le Honda XADV, on va le voir à l'image. Il est assez particulier parce qu'il ressemble plus à une moto qu'à un scooter. Enfin, moi, les images que j'en vois, et puis on le voit après, carrément off-road. Qu'est-ce que c'est, Driss, cet engin? Bah écoute, j'ai eu la chance d'aller l'essayer et j'étais un peu dubitatif comme toi. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça ressemble effectivement à un scooter, une moto. On nous le présente comme le premier SUV de roues. C'est un scooter. Un crossover, en fait. Hein. Ouais, plus crossover. Ouais. Ouais. C'est bel et bien un scooter. Hein. Tu as tous les avantages du scooter, à savoir tu peux rouler avec rangement. Non, c'est un 750 quand même. Donc c'est pas pour les bébés, il faut que tu te fasses un peu la main. Mais donc un vrai scooter, tu as un coffre, tu as une bonne protection. Le truc, c'est qu'ils se sont dit, voilà, t'es en scooter en vacances, tu vois un petit chemin, t'as envie de t'aventurer, bah t'es bloqué avec ton scooter, tu peux pas aller plus loin. Bah là, tu te retrouves avec la motocross et tu peux t'aventurer
en off-road. Enfin, moi je trouve ça. Pour les couloirs de bus et tout, c'est bien ça pour escalader là. Bah écoute, peut-être pas jusque-là. Mais blague à part, sur route, c'est très étonnant parce que c'est super agile, c'est vraiment super confortable. La selle est géniale. Un super look quoi. Bon après, moi je trouvais ça sans plus. Ça dépend du coloris. Ça dépend du coloris. Mais finalement, quand tu le vois, c'est quand même plus joli. Le pot est très réussi. Et encore une fois, c'est super sympa. En vacances, moi à Paris, ça sert à rien. Comme les SUV ou les crossovers dans Paris. C'est exactement la même chose. En revanche, là, on était dans la région de Montpellier, on s'est fait des balades donc sur route et en off-road, et alors là, c'était du régal. Après, je serais tenté de dire, dans Paris, l'état du bitume, de la chaussée, dans certains cas, il y a des nids de poules et tout, il y a des bosses, avec les vieux pavés, franchement, un truc comme ça pourrait le faire, parce que quand t'es en scoot, tu te fais secouer, si t'as pas un truc très haut de gamme, une grosse moto... C'est trop passager derrière. Je vais m'adresser aux pilotes de moto un peu tout terrain, parce que toi c'est ton cas. Philippe, quand tu vois ça t'inspire quoi? Alors ça m'inspire quelque chose de justement cette espèce d'hybridation là, ce côté crossover en moto scooter. Je voudrais essayer en fait, ça donne envie d'essayer. Il faut l'essayer. Et moi j'ai une question à te poser, je voudrais savoir si sur la route ça donne quoi en fait. Je l'ai dit, t'as pas fait attention, c'est super agile. Je sais pas, par exemple, est-ce qu'on peut prendre l'autoroute, est-ce qu'on est protégé, est-ce qu'on peut envisager de faire des longues distances. On a roulé aux vitesses, on a respecté les limitations. Non, tu as du coup, donc effectivement tu peux prendre les voies rapides, 1 ou 2, le moteur est suffisamment puissant. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs comme moteur dessus? C'est un 745 cm3 pour être exact. C'est une vraie moto, et tu as un châssis, c'est surtout le châssis moi sur lequel j'insiste. Alors attends, je finis. Le châssis, j'insiste là-dessus, il est vraiment, c'est rigide, c'est très agile, tu peux prendre, il y a des prises d'angle dans tous les sens, donc vraiment tu peux t'amuser avec ça, tu peux aller en off-road, et pour répondre à ta question, c'est là où le bas blesse, c'est oui effectivement à partir de 11 000 €, donc c'est quand même un maxi scooter, précisons-le. C'est comme un T-Max chez Yann. Voilà, alors c'est une proposition, effectivement on peut le comparer au T-Max parce que c'est un maxi scooter, mais encore une fois le T-Max lui va s'arrêter devant le chemin de terre, alors qu'avec ton XADV tu continues à tracer la route. Puis le T-Max tu te le fais beaucoup voler. Messieurs, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. On va se retrouver dans une semaine. Il me reste à vous remercier de toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à nos invités, Nico Hédet, Philippe Martinet. Merci aussi à Benjamin à la réalisation. On se retrouve donc la semaine prochaine à 21h pour une nouvelle émission. En attendant, n'oubliez pas les rediffs et le replay. Parlez-en à vos amis. Salut à tous. Bye bye. Au revoir.